What's up tout le monde, c'est ton boy Max, Capitals 3, Canadiens 1, filet désert, donc, d'ailleurs, à 0,7 secondes de la fin, là, le filet désert, donc, une rencontre qui file pas mal plus comme un 2-1 Capitals. Juraj Slafkovský a été pas mal sévère envers lui-même et ses coéquipiers. Everyone in here got to be better. Starts with me and then everyone else. So yeah, we got to show a different type of energy, different type of game on Friday at home. C'est pas que je déteste entendre ça, pas du tout. C'est le genre d'attitude que tu veux quand tu tires de l'arrière 0-2 dans une série. C'est juste que le Canadien a perdu en prolongation et par un but, là, je veux dire, encore une fois, le but dans un filet désert a été marqué, il restait moins d'une seconde, face à la meilleure équipe de l'Est. Je vous l'avais dit que vous manquez de respect aux Capitals de Washington, mais honnêtement, blague à part, le Canadien n'a absolument pas à rougir de ses performances dans les 2 premiers matchs de la série. Et il se donne une opportunité de revenir à Montréal et de continuer à bâtir là-dessus. C'est pas terminé. Au contraire, je pense vraiment qu'avec la foule, avec l'énergie du Centre Bell derrière lui, le Canadien de Montréal peut réussir à aller chercher les 2 matchs au Centre Bell. Est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est une autre histoire. Ton boy avait prédit une victoire des Caps en 5 et jusqu'ici, c'est ça qui est en train d'arriver. Je pense que le Canadien va être en mesure d'aller chercher le match numéro 3 et malheureusement, ensuite de ça, s'incliner les 2 autres rencontres. Mais ce qui est le fun à retenir jusqu'ici, c'est que le Canadien n'est pas déclassé par les Capitals de Washington. Loin de là. Vous connaissez peut-être l'exercice si vous avez écouté la première vidéo de cette série. Sinon, je vous l'explique brièvement. J'y vais de mes observations sur la rencontre et je regarde les statistiques avancées de mon époque pour voir si mon eye test, comme on dit, était bon ou si j'étais dans le champ, ce qui était toujours possible. Tout juste avant de poursuivre, si jamais c'est la première fois que tu écoutes une vidéo de ton boy, eh bien, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi. On a non seulement comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés en 2025, mais là, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, on est à moins de 20 de 16 000. Come on, aide ton boy. Aide le contenu indépendant en français sur YouTube. Like la vidéo et abonne-toi si c'est pas fait. La première chose, je pense qu'on était plusieurs à vouloir voir le Canadien mieux débuter la rencontre. C'est malheureusement devenu une des choses à laquelle on s'attend du Canadien, pas des grosses premières périodes. Et je dirais défi réussi. Dans cette optique-là, le Canadien n'a pas dominé la première période, mais je n'ai pas trouvé qu'il a été dominé non plus. Léger avantage aux Capitals de Washington, j'ai l'impression, mais je pense que c'est beaucoup plus serré que ça n'a été dans la première rencontre. Je trouve pas, contrairement au premier match, même s'il y a eu encore une fois un bon volume de tirs sur Samuel Montembeault en première période, comme dans le match 1, je trouve pas que Monty, entre guillemets, est vraiment celui qui a gardé l'équipe dans le match en première. Donc, au total, je crois que le Canadien, même si, surtout en début de période, le volume de tir n'était pas particulièrement élevé, on réussissait à ne pas trop donner des grandes chances de qualité aux Capitals de Washington. On a réussi à avoir les nôtres. Et au total, honnêtement, je dirais que ça a été une première période réussie pour le Canadien de Montréal. Si on va regarder concrètement, qu'est-ce que ça a donné en termes de buts attendus? Oh, 70,3%. Le Desert. Ah ouais, hein? J'aurais pas pensé ça. On va revenir sur les chances dans quelques instants parce qu'on va aller directement au but attendu. Donc, je vous rappelle, à l'horizontale, ça c'est le match qui avance. À la verticale, ce sont les chances de marquer chaque ligne rouge et une période. Et vous voyez ici, OK, quand même, près de 1,5 buts attendus pour les Capitals de Washington et moins de 0,5 pour le Canadien. J'aurais pas pensé que c'était tant que ça à l'avantage des Capitals de Washington. Il y a eu quelques grosses occasions de marquer pour les Capitals de Washington là, qui ont changé la donne. Donc, vous le voyez là, ici, ça. C'est un tir de Connor McMichael. Tu as eu une autre grosse chance de marquer ici de Ryan Leonard. Ryan Leonard a connu un bon match. Ryan Leonard a connu un bon match. D'ailleurs, Sumo, on a beaucoup moins vu Ovechkin dans cette rencontre-là. Je trouve vraiment que des gars comme McMichael et Ryan Leonard ont été les meilleurs joueurs des Capitals de Washington. Donc, les statistiques donnent pas tout à fait raison à ce que j'avançais parce que c'est à peu près la même chose. L'autre rencontre d'avant, là, un but d'avance pour les Capitals de Washington en but attendu après 20 minutes de jeu. C'est encore sensiblement la même chose. J'aurais pensé que le Canadien s'en débrouillait un petit peu mieux d'un point de vue de statistiques avancées. Donc, le high test ici passe à moitié, disons. Allons tout de suite, restons sur les buts attendus parce que je parlais de tendance que le Canadien commence pas bien ses matchs. Là, il y a une autre tendance que j'observe. Souvenez-vous le match contre les Blackhawks de Chicago. Souvenez-vous le dernier match de la saison contre les Hurricanes de la Caroline.
Je trouve que le Canadien, récemment, quand il marque un but, il y a une espèce de dépression post-but. C'est comme s'il est tellement sur un hype, puis yes, on a tellement travaillé fort, on a réussi à prendre l'avance, puis boum, on tombe un peu. C'est comme si l'émotion redescendait, puis on n'était pas capable de maintenir le rythme. Et regardez, ça, c'est vraiment ce qui est arrivé. Donc, le Canadien commence assez bien la deuxième période, une bonne chance de marquer, 2 bonnes chances de marquer, même. Ça ici, ouais, c'est le premier trio immédiatement après le but de Christian Dvorak. Le premier trio, Slavkovski et Cole Caulfield ont des chances de grosse qualité, mais après ça, regardez comment les Caps, à partir de leur but à eux, comment ils ont obtenu chance après chance pour le reste de la deuxième période. De toute la deuxième période, le Canadien n'a jamais été capable de se remettre dedans. Il a fallu retourner au vestiaire, il a fallu bencher des gars. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Et donc, il a fallu raccourcir le banc pour être en mesure de reprendre du rythme. Puis même à ça, on n'a pas autant repris de rythme qu'on l'avait fait dans le match numéro 1. Regardez ici, petit à petit, oui, il y a eu de la quantité, il y a eu du volume, il n'y a pas eu jusqu'à la toute fin des grandes chances de qualité. Étonnamment, ça ici, c'est pas la chance de... Parce qu'elle est beaucoup trop tard dans le match, c'est pas la chance de Jake Evans. Elle est où la chance de Jake Evans? Elle va quelque part ici à peu près. Ah ouais, on donne... Ça, je vous avoue que c'est un peu surprenant. Là, c'est parce que j'ai pas envie qu'on perde une minute à essayer de trouver où la chance de Jake Evans. Mais voyez-vous, on donne pas... je parle bien sûr du poteau qui a touché, là. On lui donne pas une si grosse chance de qualité que ça. OK, ça me surprend. Parce que ça, ici, c'est Slavkovski que j'ai vu. Ouais, c'est Slavkovski, en fin de match. Cette chance de marquer là pour le Canadien de Montréal. Donc, après le but, on a eu beaucoup de difficultés du côté du Canadien de Montréal à retrouver notre rythme. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Parce que j'allais dire que j'espère qu'au Centre Bell, si on fait ça, si on réussit à prendre les devants dans le match 3, dans le match 4, que l'énergie de la foule va nous garder là, mais les matchs contre les Blackhawks et les Hurricanes dont je parlais, c'était des matchs au Centre Bell, puis on a quand même eu ça. Ça, c'est de l'expérience qui rentre. Ça, c'est de l'expérience qui rentre à garder le rythme une fois qu'on prend l'avance, à ne pas enlever le pied de l'accélérateur, à ne pas se laisser avoir par les émotions, quoi que ce soit. Ça va être intéressant à surveiller pour le reste de la série. Allons voir les occasions de marquer maintenant concrètement la heat map. Voilà. Je voulais voir le Canadien aller plus là où ça fait mal. Et où est-ce que le but a été marqué? Là où ça fait mal. Christian Dvorak. Et regardez, on y est allé on n'y est pas allé tant plus que ça. Il y avait eu 6 tirs d'ici dans le premier match. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7. Mais ce sont des très, très, très grandes chances de marquer. Par contre, remarquez, juste ici, là, dans l'enclave, beaucoup plus de tirs de l'enclave de la part du Canadien de Montréal. Donc ça, c'est un win. Ça, c'est une petite victoire en soi pour le Canadien, qu'on soit réussi à y aller un peu plus. Sauf que c'est majoritairement le trio des Vets là, qui a ajouté, qui a mis l'épaule à la roue, qui est allé. Oui, Evans est allé également. Ça reste que faut y aller encore plus. Regardez les Capitals de Washington. Regardez les Caps, comment ça bourdonne autour du filet de Samuel Montembeault. Donc, faut non seulement de notre côté y aller plus dans le match numéro 3, il faut trouver une façon de protéger Monty. Là, ça va faire. Monty doit s'aider un petit peu avec les retours. Ceci étant dit, là, on est dans le nitpicking puis le souci du détail à côté. Là, parce que Samuel Montembeault, s'il y a un joueur qui n'a absolument rien à se reprocher depuis le début de la série, c'est lui. Il donne à 100% une chance à son équipe de gagner. Est-ce qu'il pourrait voler un match au Centre Bell? Ce serait la cerise sur le Sunday. Moi, je vous répète, si vous ne savez pas que mon opinion là-dessus, c'est que quand tu payes ton gardien, le prix que tu payes Samuel Montembeault, qui n'est pas un joueur, entre guillemets, de ton noyau dur, c'est un bonus s'il te vole des matchs. Le but, c'est pas qu'il te vole des matchs, c'est de s'assurer qu'il ne te perde pas de match, qu'il te garde dans les rencontres. C'est ce qu'il fait jusqu'ici. Fait que je veux voir encore plus de joueurs aller dans la zone là où ça fait mal pour le Canadien de Montréal et il faut trouver une façon de mieux protéger Samuel Montembeault. Est-ce que ça passe par Arbert Xhekaj? Moi, je pense pas. Je serais pour qu'on l'habille, puis on va revenir là-dessus dans un instant. Parce que je pense pas que Arbert Xhekaj, à lui tout seul, empêche les joueurs des Caps d'aller là. Ceci étant dit, chapeau à Josh Anderson qui, lui, en ce moment, est le joueur qui amène l'intensité, qui amène le côté physique de la chose. C'est plate qu'il ait pris une punition de plus là, contre Tom Wilson en première période, mais ça fait quoi? 3 fois qu'il l'envoie ses foufous dans 2 matchs. Il rentre peut-être un petit peu dans sa tête. En même temps, c'est Tom Wilson. Il est le meilleur à faire ce qu'il fait. Mais bravo au moins à Josh Anderson qui est vraiment en train de tout laisser sur la glace dans cette série-là. Premier trio. Je suis curieux qu'on regarde le match du premier trio parce que j'ai l'impression que
Le premier trio a peut-être eu un moins bon match que dans la rencontre numéro 1, particulièrement dans sa zone. Parce que offensivement parlant, je pense quand même que c'est le premier trio, même si c'est pas lui qui a marqué, qui est allé obtenir le plus de chances de marquer. Sauf que, avez-vous remarqué que le premier trio a passé énormément de temps dans sa zone? Le trio Suzuki, Caulfield, Slavkovsky a été excellent dans le premier match. On a généré beaucoup de chances de marquer tout en n'en donnant pas de notre côté. Là, je pense malheureusement qu'on a donné trop de chances de marquer du côté du premier trio du Canadien de Montréal. Regardez, si on regarde là, les joueurs qui ont le plus de buts attendus, là, ben, Slavkovsky et Caulfield sont là. Et il y a Dvorak, ça c'est pas surprenant. Et Heinemann, ça me surprend un petit peu quand même du côté du Canadien. Mais si on va regarder là, concrètement, donc ça, ce sont les buts attendus à 5 contre 5. Donc plus t'es haut, ça veut dire que plus ton équipe a de chances de marquer à 5 contre 5 par rapport à l'autre équipe. Et bien sûr, si tu es en bas, c'est le contraire. Donc, si tu es à 0%, c'est que tu as été sur la glace pour 0 chance de marquer de ton équipe et nombre X de l'autre côté. Si tu es à 100%, c'est l'inverse. Tu as été sur la glace pour 0 chance de marquer contre ton équipe et juste des chances de marquer de ton côté. Pas surpris que Goulet soit haut. J'ai beaucoup aimé le match de Kaden Goulet. Savard est très haut. Ça, c'est un peu surprenant. OK, Demidov. On va en parler de Demidov dans quelques instants, mais il n'y a toujours pas de tir. Demidov, on voit que, tu sais, il navigue. Après, c'est extrêmement difficile pour Demidov. Je serais pas surpris du tout, personnellement, qu'à un moment donné, peut-être ça clique. Comme il réussisse à entrer un peu plus dans les matchs. Mais pour le moment, c'est difficile. Mais effectivement, j'ai trouvé qu'il y a eu un meilleur match. Et regardez, bon, ben voilà. Effectivement, Slavkovsky, Suzuki, Caulfield, on est légèrement sous le 50%. Donc, on a été sur la glace pour plus de chances de marquer de l'adversaire qu'on en a généré. Et ça, considérant qu'on en a généré beaucoup, ça veut dire qu'on a concédé énormément de chances de marquer du côté du premier trio du Canadien de Montréal. Donc, il va falloir remédier à ça au Centre Bell. Je vous disais qu'on n'avait pas vu beaucoup Ovechkin. Effectivement, lui aussi, ça n'a pas été son meilleur match de son côté. Si on regarde, OK, surpris que Carrier se soit en bas complètement. Patrick Laine. Aïe, 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 aïe. Allons juste un petit peu plus dans le détail. Là, si on y va par trio, forward lines. Ouais, effectivement. Donc, Gallagher, Dvorak, Anderson, juste à 50%, je me serais attendu peut-être un petit peu plus haut du côté de ce trio-là. Evans, Heinemann et Demidov. Salutations aux membres là, pendant ma diffusion en direct exclusive aux membres. Vous pouvez devenir membre de la chaîne si vous voulez avoir accès à des bénéfices exclusifs. Parce que malheureusement, je me souviens plus c'est qui suggérait ce trio-là avant qu'on sache que ce trio-là allait se former. Demidov, Evans, Heinemann. C'est à quoi je répondais. Je suis pas contre, mais je pense pas. Tu peux pas envoyer Evans avec Demidov parce que le rôle principal d'Evans, c'est de prendre des mises au jeu en zone défensive. Tu t'exposerais bien trop, dans ma face. Viens me roaster en commentaire là, à toi parce que j'ai vraiment un blanc de mémoire sur qui avait émis ce commentaire-là. Mais c'est un bon trio, ça. Ça, je garde ça. Je garde ce trio-là pour le match numéro 4. Et oh boy, Laine Newhook Armia. Aïe, aïe, aïe. OK. Parlons-en de Patrick Laine. Laine Demidov, parce que c'est un petit peu la dernière observation. Ça l'a été catastrophique pour Patrick Laine dans ce match-là. T'sais, en même temps, en première période, il a quand même créé un jeu qui a donné une chance de marquer époustouflante à Alex Newhook. Et Alex Newhook étant Alex Newhook, ça n'a absolument pas fonctionné. Mais non, ça a été horrible pour Patrick Laine. C'est la raison pour laquelle il a été carrément benché en troisième période. Aucune présence sur la glace pour Patrick Laine. Et donc, tant qu'à ça, est-ce que c'est une exagération, laissez-moi savoir en commentaire, de dire que Patrick Laine pourrait se faire un Tomas Tatar. Souvenez-vous en 2021, puis en fait, ça y est arrivé aussi avec les Golden Knights de Vegas. Tomas Tatar, après une excellente saison sur un trio avec Philippe Danault et Brendan Gallagher, est envoyé dans les estrades pendant les séries. Cole Caulfield embarque. Si Patty n'est pas pour jouer, et pour même pas jouer en troisième période, donc raccourcir le banc, est-ce que là, y aller à 7 défenseurs, embarquer Arbert Jacquet, peut être une option intéressante? Pour vrai, pourquoi pas? Il génère rien à 5 contre 5. L'avantage numérique, OK, il y a eu un but dans le match 1 qui est parti de son tir. Il n'y aura pas assez d'avantage numérique pour générer ça. Puis savez-vous quoi? Même si Demidov n'a pas obtenu de tir jusqu'ici dans cette série-là, je ne suis pas contre l'idée d'embarquer Demidov, de replacer Caulfield au point de tir sur réception, de changer un peu les choses parce que là, les Caps le savent. On empêche Patrick Laine de tirer. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi pas essayer autre chose? Je ne suis pas du tout contre l'idée. Est-ce que dans cette optique-là,
Xhekaj va peut-être faire en sorte que certains joueurs vont plus vouloir aller devant le filet, va réussir à fermer un peu plus l'autoroute pour se rendre à Samuel Montembeault. Je sais pas. Je réfléchis à voix haute avec vous. Mais je pense qu'on est rendu là. Tu es en retard 0-2 dans la série. Et pour revenir de 0-2 dans une série, ça prend des électrochocs. Je pense que ça peut être un électrochoc. Je pense que devant le Centre Bell, le Canadien pourrait être électrisé, pour rester dans la thématique de l'électricité. Et que Demidov pourrait peut-être trouver son énergie là-dedans. Et s'il réussit à contribuer en avantage numérique, est-ce que ça peut aussi, après ça, l'aider à 5 contre 5, à prendre confiance et tout ça? C'est définitivement quelque chose que je considère, si je suis Martin Saint-Louis. Laisser Patrick Laine de côté, embarquer Arber Xhekaj plutôt que, je sais pas moi, Oliver Kapanen et insérer Ivan Demidov sur l'avantage numérique. Voilà mes observations. Voilà ce qu'on remarque du match numéro 2 du Canadien. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous croyez que le Canadien doit faire de différent d'ici le reste de la série? Tu veux retourner voir la vidéo dans laquelle je fais le même exercice pour le match numéro 1, c'est juste ici. Tu veux également savoir pourquoi je crois que le Canadien a réussi sa mission cette saison et s'est qualifié pour les séries, les 5 éléments qui ont emmené le Canadien en série, c'est juste là. Et on se reparle après le match numéro 3. Ciao!